Nyawa. Voilà, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. J'espère que ça va très bien. Aïe. Oh, l'incontournable guerre complet. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est moi. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien gouverneur italien. Docteur Modon, appelez-moi Bumbu, laisse-moi mourir 5 plein droit. Il padrino camari de zone ou la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour mener une frappe millimétrée au sein de la tanière du gouvernement de Dramane Ouattara et mettre fin aux illusions des militants pour Ado Mouton. Il faudrait que ça soit clair. Donc, je suis venu pour éclairer les militants à dos mouton et mettre un coup de pied en plein milieu de la tanière, c'est-à-dire au plein milieu du pouvoir de Dramane Ouattara. Aujourd'hui, il n'y aura pas de propos vulgaires, on va parler de politique. Parce que les gens, ils pensent que, parce que nous tenons des propos incendiaires, ils pensent que nous n'avons pas d'idées. Ils pensent que nous n'avons rien dans nos têtes. Non. Détrompez-vous. S'il s'agit d'un débat réfléchir, nous sommes là-bas. S'il s'agit d'un débat incendiaire, nous sommes aussi là-bas. Je suis guerre complet, c'est-à-dire je suis au complet partout, sur tous les fronts. Voilà, il n'y a pas un front, ils vont dire que ce soit la spiritualité, que ce soit la religion, je fais partie de ces gens-là. Que ce soit du plan social, je suis là-bas. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui maîtrise les différents domaines, qui n'a pas de limite. Je n'ai aucune limite pour dire non, comme c'est tel sujet, compris ne maîtrise pas, donc non, n'importe quel sujet je traite. Je traite n'importe quel sujet et je vais vous traiter aujourd'hui. Alors, on va vous traiter. Il y a longtemps, nous voyons les membres du RADP dire tout est bouclé, tout est verrouillé. Et donc, pour eux, cette élection présidentielle de 2020 est déjà gagnée d'avance. Aujourd'hui, c'est pour leur dire de quitter dans leur rêve. Réveillez-vous, quittez dans votre cauchemar, parce que le cauchemar n'est pas toujours la vérité. Et le rêve n'est pas toujours la réalité. On dit un rêve. Donc, pour vous ramener à la raison, pour que chacun prenne conscience, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de militants du RADP qui dorment, qui ne savent pas, qui ne prennent pas conscience. Vous savez, Laurent Gbagbo, en 2010, là, Laurent Gbagbo avait financé beaucoup de baoulés, c'est-à-dire les ACAN, les membres du PDCI. Il les avait financés, donné même l'argent pour dire qu'ils n'ont qu'à voter pour lui. Il leur a donné l'argent pour dire qu'ils n'ont qu'à aller battre campagne. Ils n'ont qu'à tout faire pour ramener les membres du PDCI, RDA, au sein de cette coalition qu'ils avaient fait appeler LMP, la majorité présidentielle. Ils ont pris l'argent. Et vers le deuxième tour, Bédi a demandé aux militants du PDCI RDA d'aller voter Ouattara. Et tous, ils ont bouffé l'argent, ils sont allés voter Ouattara. Donc, sur le plan statistique, sur lequel vous comptez, comme d'autres le pensent, ils pensent que le fait de recruter les grosses têtes au sein du PDCI RDA est égal à malmener ou bien à recruter les militants du PDCI RDA. Non, réveillez-vous. Vous avez recruté les grosses têtes, mais les militants n'ont pas été recrutés. C'est ça. Il ne faut pas faire les erreurs. C'est cette erreur d'autres ils font au sein du RADP. Ils pensent que le fait de recruter les Adjoumani et d'autres, ils pensent qu'ils ont déjà recruté les militants. Vous avez recruté les Adjoumani. Adjoumani n'est pas militant du... C'est-à-dire, c'est pas parce qu'Adjoumani a été recruté par le RADP que les militants du RADP ont été recrutés. Non, les militants
Non, je dis les militants du RADP. Les militants du PDCI ont été recrutés. Les militants du PDCI, ils regardent le leader du PDCI. Oh, aujourd'hui, le leader du PDCI, c'est bel et bien Henri Konan Bédié. Son Excellence, Monsieur le Président Henri Konan Bédié. C'est lui le phare. C'est lui la lueur du parti PDCI RDA. Et c'est son ordre que les militants du PDCI RDA suivent. Donc, ils suivent l'ordre d'Henri Konan Bédié. Ils ne vont pas aller suivre l'ordre d'Adjumani, le haut-parleur du RADP actuel. Jamais. Donc, le fait de dire qu'on a recruté les Adjumani, on a pris les grosses têtes au sein du PDCI RDA. Donc, ce qui vaut déjà la conquête, ou bien ce qui vaut déjà le vide au sein du PDCI, c'est du mensonge, c'est une illusion que vous vous faites. Parce qu'en 2020, les militants écouteront Bédié et non Adjumani. Il faudrait que ça soit clair. Les membres du PDCI, c'est-à-dire les militants et les sympathisants du PDCI RDA écouteront Bédié et non Adjumani. Donc, sur ce point-là, il faudrait que les membres du RADP prennent conscience. Ça, c'est un. Donc, vous pouvez leur donner l'argent pour dire, ils n'ont qu'à venir de votre côté. Ils vont bouffer votre argent. Et ils vont aller voter Henri Konan Bédié. C'est clair, parce que c'est comme ça en Côte d'Ivoire. En dehors de ça, nous constatons le RADP qui finance des cyberactivistes qui sont dans la diaspora, à la diaspora, en pensant que ces gens-là, ils vont ramener d'autres militants au sein du RADP. Jamais. C'est une erreur capitale que vous faites. D'après votre Johnny Pacheco, le fait de le recruter au sein du RADP, ça n'a rien changé. Au contraire, ces cris de trucs de griot qu'il fait, ces cris de trucs qu'il fait là, ça n'a rien changé. Parce que Johnny n'a pas pu convaincre les militants pro-Gbagbo à aller au sein du RADP. Il n'a pas pu convaincre les gars. Vous-même, vous savez, quand on dit gars, ce sont des gens qui sont des radicaux. À part Gbagbo, ils ne voient pas quelqu'un d'autre. Donc, quiconque quitte le combat de Gbagbo, quiconque combat Laurent Gbagbo, il devient leur ennemi numéro 1. Donc, Johnny Pacheco, il n'a pas pu convaincre les militants du FPI. Il n'a pas pu prendre les militants du FPI pour les ramener au sein du RADP. Donc, ceux qui le suivent, qui l'acclament, ce sont les mêmes militants du RADP qui soutenaient Ouattara. C'est ceux-là qui crient Johnny et Fogg. En dehors d'eux, là, il n'y a pas un autre militant d'un autre parti politique qui a suivi Johnny Pacheco dans ses bêtises. Donc, c'est pour rappeler ça aux membres du RADP. Pensant que le fait de voir Johnny changer de camp est égal à le recrutement de plusieurs militants au sein des autres partis pour pouvoir les ramener du côté du RADP. C'est du mensonge. Vous vous trompez parce qu'il n'a pas pu convaincre qui que ce soit. Il est là-bas, il est votre haut-parleur sur les réseaux sociaux, mais il n'a pas pu convaincre qui que ce soit à rejoindre le RADP, puisque beaucoup de personnes aiment le RADP. Des gens haïssent le RADP. Des gens ils détestent le RADP. Le RADP est devenu dégueulasse dans la bouche des gens. Ils sont contre votre RADP. Et encore, pour vous rappeler, le fait de crier en Europe ici, là, ça ne changera rien. Parce que l'électorat de la jeunesse de la diaspora ivoirienne est de 0,1%. Or, en Côte d'Ivoire, nous sommes au total 26 millions d'habitants. Et sur les 26 millions d'habitants, il n'y a que 6 millions qui votent. C'est-à-dire, donc les 20 millions là ne votent pas. Ils ne s'intéressent pas à l'élection présidentielle qui se passe, ou bien aux élections qui se passent dans notre pays. Donc, parmi les 26 millions là, 6 millions seulement décident de l'avenir du reste des 20 millions. Et parmi ces 6 millions là, ceux qui sont à la diaspora, ils font le poids de 0,01%. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand c'est comme ça, la diaspora ne pèse pas. Ça ne peut pas changer les équations sur le terrain. Il faudrait que ça soit clair. Maintenant, ce n'est pas parce que des gens ils vous suivent sur les réseaux sociaux que tous ceux-là ont des papiers pour aller voter pour le RADP. Ceux qui suivent les Adjumani, ceux qui suivent les Johnny Pacheco, lorsqu'il y a les événements, tous ceux qui viennent, ce n'est pas eux tous qui vont voter. Parmi eux, que ce soit la diaspora, parmi eux là, il y a des gens qui n'ont même pas papier. La jeunesse de la diaspora. D'autres n'ont même pas papier, ils n'ont même pas maison. Donc c'est un problème. Tu n'as pas papier, tu vas aller voter quoi? Tu vas aller faire quoi dans un truc tu vas aller faire quoi dans un bureau de vote? Ils ont peur même quand on les rapatrie en Afrique. Non, ils se cachent. Ils vivent en se cachant, ils ne peuvent même pas parler.
C'est des gens qui vivent en se cachant, ils vivent cachés. Donc là où on dit c'est chaud, où il peut avoir le désordre et la police va venir, ils ne vont même pas là-bas, ils fuient. Ils fuient. Donc ce n'est pas parce qu'ils vous acclament sur les réseaux sociaux qu'ils ont des documents pour pouvoir aller voter. Donc vous vous trompez. Le fait de voir des mobilisations, des gens viennent, ce n'est pas parce que ces gens-là viennent qu'ils sont capables de voter. Ce n'est pas parce que Ouattara se déplace et les gens sont mobilisés autour de lui et qu'il veut faire passer son mouvement pour un populiste et tout, que tous ces gens-là ont des papiers. Non. Souvent, ici en Côte d'Ivoire, ils n'ont même pas papier. Pièce d'identité même, ils n'ont même pas ça dans leur propre pays. En plus forte raison, carte d'électeur. Donc, quittez dans ce rêve-là. Donc, allons-y encore plus loin. Et on va essayer de comparer les statistiques de 2010. En 2010, personne ne peut ignorer que le premier tour, le PDCI avait eu 25%. Parce que lorsqu'on dit, ils sont allés faire des sondages, les sondages, c'est d'évaluer le nombre de personnes qui est pour et le nombre de personnes qui est contre. Par rapport à ça, on ne demande pas à tout le monde. On demande à quelques individus, on dit, bon, lui là, il vaut au moins 70%. Et voilà, il est populaire dans ce pays parce que, voilà, des journalistes s'en vont sur le terrain pour poser certaines questions à certains individus. Et par rapport à eux, ils comptent le nombre d'individus qui a répondu oui et le nombre d'individus qui a répondu non. Est-ce que vous comprenez? Et par rapport à ça, ils font l'évaluation de qui est populaire, qui n'est pas populaire. Donc en 2010, n'oubliez pas que le PDCI a fait 25%. C'est ce que les gens nous ont dit. En Côte d'Ivoire, pour gagner une élection au premier tour, ou bien pour gagner une élection, il faut être à mesure d'atteindre 51%. Je dis bien 51%. 51% pour pouvoir gagner une élection sur le terrain. Donc en dehors de ça, nous savons que le RDR, à son temps, avait fait 28%. Est-ce que vous comprenez? Le RDR avait fait 28% à son temps. En 2010, premier tour, je parle du premier tour. Et le FPI, sa coalition, dans son ensemble, LMP, avait fait... Non, c'est le FPI d'abord. C'est au deuxième tour, il y avait LMP. Mais au premier tour, sans la coalition du LMP, parce qu'il faudrait qu'on soit clair, sans la coalition du LMP, le FPI, lui seul, avait fait au moins, je dis au moins, 32% ou 38%. Donc, vous comprenez que vous ne pouvez pas ignorer l'électorat du FPI. Mais là, allons-y au deuxième tour. Le deuxième tour, Bédier et Alassane ont fait une coalition. Et le FPI n'a pas pris un autre parti politique parce que les mouvements qui se sont coalisés pour créer la LMP, c'était des petits mouvements du FPI. Il y avait le COGEB, le COGEB n'était pas encore un parti politique, était un mouvement. Il y avait d'autres mouvements qui se sont ralliés au FPI et cela a créé la LMP, la majorité présidentielle. Et donc au deuxième tour, d'après les chiffres de la communauté internationale, ils nous ont dit que Laurent Gbagbo avait eu au moins 48%, entre 46 et 48. Donc vous ne pouvez pas ignorer ça. Et donc Ouattara avait gagné les élections à un chiffre de 52%. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a pas assez de distance. C'est-à-dire PDCI plus RDR, le total plus les autres partis politiques qui créaient le RADP, ensemble on fait 52%. Le FPI et ces petits mouvements-là, ensemble, ont fait 48%. Vous comprenez? Et aujourd'hui, le PDCI et le RDR ne sont plus ensemble. C'est-à-dire les 25% du PDCI là, ne vont plus rentrer au sein du RADP qui est là aujourd'hui parce que ça garde le nom RADP, mais le RADP n'est plus complet. Le RADP est incomplet. Il faudrait que les gens le sachent. RADP, c'est bien beau d'attendre le nom RADP qui... garde toujours le nom de cette coalition, fameuse coalition qui avait été faite en 2010, qui était une machine infernale en 2010, qui avait pu obtenir 52% suite au deuxième tour. Mais en 2019, où nous sommes là, ce RADP maintient toujours son nom RADP parce que
J'ai l'impression que ça trompe les gens. Quand ils attendent RADP, ils pensent que le RADP est toujours pareil par rapport au RADP de 2010. Non, le RADP n'est plus le même RADP de 2010 puisque le RADP est incomplet mais a toujours gardé le nom RADP. Il faudrait que les gens le sachent. Donc on part sur la base du fait que le RADP n'est plus le même de celui de 2010. Donc le RADP est incomplet de nos jours. Il est incomplet parce que le PDCI s'est retiré du RADP. Donc c'est un RADP qui est incomplet, qui est puissant aujourd'hui. De la manière les gens veulent nous faire croire que c'est un RADP qui est puissant, qui est fort. Non, il est puissant. Ce RADP n'est plus celui de 2010 où le PDCI avait joué ses 25% sur les 28% de Ouattara. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est différent maintenant. C'est différent. Donc le RADP que vous voyez là, c'est un RADP boiteux, qui boite, qui n'est plus complet, qui n'a plus son deuxième pied. Donc il ne fait que danser sur un seul pied. Mais il fait assez de bruit pour camoufler cela, pour ne pas que les militants du RADP voient que ce RADP est boiteux. Et on va encore plus loin. Ce RADP de 2010, Soro y était. Soro faisait partie de cette coalition. Mais aujourd'hui, ce même RADP, non seulement le PDCI s'est retiré, mais Soro a pris aussi la décision de se retirer au sein de ce fameux RADP. Donc le retrait de Soro est égal au retrait de beaucoup de militants au sein du RADP. Donc quand vous calculez au nord de la Côte d'Ivoire, quand vous prenez les villes du nord, qui constituent la base, le fief même du RADP, c'est-à-dire c'est menacé, la base même est menacée au nord là-bas. Pourquoi cette menace? Parce que tous les nordistes, dans leur ensemble, vous ne pouvez pas, d'autres diront, ils viendront ici pour gesticuler en disant que non, tous les nordistes, ils aiment Ouattara, jamais. Il y a certes beaucoup de nordistes qui adorent Alassane, mais d'autres nordistes là, ils détestent Ouattara. Il faudrait qu'on soit clair. Vous-même, vous le savez, je le sais. Les Soulés de Paris là, ils ne sont pas sudistes. Hein. Soulés de Paris, lui, il est du nord là. Donc, c'est un petit exemple. Les Dogomoadou et tous, les Afoussiates en Baba, elles ne viennent pas du sud, hein. Elles ne sont pas de Bassam ou bien de trucs, hein. Elles ne sont pas de Yamoussoukro là, elles ne sont pas du centre aussi, elles ne sont pas de Boaké. Donc c'est pour vous donner, c'est un petit exemple que je prends, pour vous dire, le nord, tous les nordistes, tous les habitants du nord, ils ne sont pas, eux tous sont d'accord avec Ouattara. Il y a beaucoup qui sont d'accord avec Alassane. Et il y a beaucoup qui sont contre Alassane. Donc non seulement le PDCI s'est retiré du RADP, mais Soro Guillaume s'est retiré aussi. Et au moment où chaque leader s'est retiré, il a pris aussi des militants avec lui. Parce que n'ignorez pas l'influence de Soro au sein du RADP. Soro est un flambeau au sein du RADP. Est une référence. Soro a fait beaucoup. Et beaucoup sont tombés amoureux de Soro. Beaucoup approuvent l'idéologie de Soro Guillaume. Donc quand il s'est retiré, beaucoup sont restés derrière lui. Ils se sont décidés de lutter avec Soro Guillaume. Ils ont décidé de lutter avec Soro Guillaume, accompagner Soro Guillaume jusqu'au bout. Donc vous ne pouvez pas ignorer cela. Donc ce RADP qui criait RADP de 2010 là, ce n'est plus le même. Oh Bédié, quand Bédié s'est retiré là, il n'a pas laissé les militants du PDCI au sein du RADP. Il a aussi pris les militants du PDCI. Donc sur quoi vous vous basez pour dire tout est verrouillé, tout est bouclé, tout est fermé. Bah, on gagne premier tour. C'est une illusion. Donc c'était pour rappeler aux membres du PDCI, les militants du PDCI qui sont sur les réseaux sociaux, qui pensent que le RADP est une machine infernale, qui pensent que le RADP va gagner dès le premier tour, qui sont dans une illusion. Je vous demande de vous réveiller. Un bon Ivoirien qui fait des analyses politique, qui connaît les chiffres, qui voit sur le terrain, qui sait comment les choses progressent, il ne peut pas se permettre de dire que le RADP va gagner en 2010. En dehors de ça, nous sommes dans une dernière année, c'est-à-dire l'année future, je dis l'année future, l'année prochaine, il y aura des élections. En dehors de ça, sans l'influence de Gbagbo, sans l'influence de Soro Guillaume, sans l'influence de Bédié, Ouattara lui-même, il influence son électorat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que pendant que les élections s'organisent l'an prochain, Alassane et son gouvernement se permettent
se permettent de casser les magasins des gens. Mais si c'est toi, imaginons que tu es amoureux d'Alassane, imaginons que tu es prêt à défendre Alassane, imaginons que tu es prêt à voter Alassane. Tu ouvres un magasin à ta petite amie, au bord de la route, au bord, sur une rue là. Et puis un bon matin, tu sais que tu as saigné, tu as dépensé. Un bon matin, Alassane envoie, comment elle s'appelle là, cette ministre là, Anouloto, pour dire Anouloto, casse-moi tous ces magasins. Et un bon matin, tu vois des machines qui surgissent de nulle part, venir casser les magasins de ta femme et tout. Et toi-même, ta petite boutique, ils cassent tout. Est-ce que tu vas encore aimer Ouattara? Est-ce que tu vas aimer Ouattara ou tu vas le détester? La question reste posée. Et si tu commences à détester Ouattara, qui t'a poussé à le détester? C'est Ouattara lui-même. C'est son gouvernement même qui t'a poussé à détester le RADP. Donc non seulement des gens influencent certains militants du RADP qui ont recruté beaucoup de militants du RADP, en dehors de ça, le RADP lui-même pousse certains de ses militants à fuir le RADP et à aller se coller à d'autres partis politiques. Et dans ça, d'autres ils sont encore dans des rêves. D'autres sont encore dans des rêves, ils pensent que le RADP peut gagner une élection en Côte d'Ivoire. Jamais. Parce que ceux qui ont vu leur magasin cassé à Gamé, ceux qui ont vu leur magasin cassé à Yopougon, parce que les magasins qui cassent là, ils ne vont pas nous dire qu'il n'y a pas de militants du RADP là-dedans. Il faudrait que la personne soit idiote pour qu'on casse, on détruit ce qui te donne à manger et pour que tu puisses suivre toujours lui qui détruit tes biens. Non. Tu ne peux pas casser la maison de quelqu'un qui t'aime. Et tu t'en vas détruire sa maison, tu mets ce dernier sous la belle étoile et ce dernier va dire je l'aime, je l'aime. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Tu ne peux pas aimer une personne qui t'a fait souffrir, qui t'a mis à la porte. Toi, tes enfants, ta famille, tu ne peux pas. L'amour va fuir tout de suite. Une personne qui te met à l'abri, c'est cette dernière que tu vas aimer. Mais tu as un petit truc. Ce n'est pas la personne qui t'a offert ça. Et la personne vient détruire tout. Est-ce que tu vas encore avoir l'amour? Et c'est ça le cas de Ouattara. Donc, tout ce qu'ils font là, ils ne voient pas. C'est-à-dire, au sein du RADP, il n'y a pas de politiques. Quand je dis des politiques, je m'adresse aux personnes qui sont au sein du RADP. Ils n'ont aucune vision. Ils ne comprennent pas que les actes qu'ils posent, ces actes vont les rattraper demain. Ils ne comprennent pas. Eux, ils posent n'importe quel acte et d'autres les soutiennent. Mais pendant que vous soutenez Ouattara dans ces bêtises qu'il fait, pendant ce temps, d'autres militants du RADP, ils souffrent par rapport aux actes que pose le gouvernement d'Alassane Ouattara. Voilà le vrai problème. Toi, parce que tu es en Europe, ou bien tu es en Côte d'Ivoire, ton commerce n'a pas été touché par les actes de Ouattara. Oh, pourtant, il y a un autre militant ou une autre militante de Ouattara, dont Ouattara envoie des gens pour casser son commerce, ou bien casser sa petite maison. Pendant que l'autre pleure, et toi, tu jubiles de joie. Mais où est la solidarité au sein du RADP? La solidarité manquera. Et suite à cette manquance de la solidarité au sein du RADP, le RADP perdra les élections en 2020. Donc, vous pensez que c'est parce que Gaga complet, il tient des discours incendiaires, qu'il n'a rien dans la tête? Non, je sais ce que je dis. Je sais pourquoi aussi je tiens ce genre de discours. Mais si on veut aller sur la base de la réflexion politique, j'y suis. Voilà. Je suis aussi là-bas. Donc, sur tous les plans complets est là-bas. Il n'y a pas un plan où Gaga va fuir, il va reculer. Non, je suis tout terrain. Il n'y a pas un terrain où Gaga va reculer. D'où vient mon nom? Gaga compris. Vous devez comprendre à partir d'aujourd'hui la signification de ce nom. Donc, quittez dans vos illusions. Arrêtez de berner vos militants. Parce que le fait de leur faire croire que vous allez gagner les élections en 2020, vous êtes là préparer une guerre contre votre propre population. Parce que c'est ça. Vous nourrissez le mensonge. Vous le nourrissez de mensonges. Vous savez que vous n'êtes pas populaire en Côte d'Ivoire. Vous savez que vous ne valez rien en Côte d'Ivoire. Vous savez que vous ne représentez rien. Et que tout le monde vous a déjà vomi. Tout le monde ne vous aime plus. Mais quand même, vous faites croire aux militants et militantes du RADP que non, vous êtes populaire et que dès le premier tour, vous allez gagner. Quels sont ces mensonges? Mais en faisant ça, vous préparez quoi?
Et si ces militants sont déçus demain, ils voient que non, Ouattara n'est pas proclamé président, mais ils vont se lever, ils vont prendre les rues, ils vont prendre les armes, ils vont dire non, ils ont volé la victoire de Ouattara. Pourquoi? Parce que Ouattara a mis dans leur tête que Ouattara allait gagner et que c'est lui qui était populaire. Donc automatiquement, la première vision qui va venir, ou bien la première réflexion, la première pensée, ils vont dire ils ont volé la victoire de Ouattara, ils vont commencer à prendre les rues, à tout casser et ça va dégénérer, ça va devenir du chaos. Et c'est ce que le RADP prépare dans les têtes des militants du RADP. Voilà pourquoi nous dénonçons cela. Voici la vision que j'ai. Donc enlevez cette illusion dans vos têtes. Seront déjà recruté les militants du RADP. C'est quoi qui reste? Quel est le grand parti qui a fait coalition avec le RDR pour que vous puissiez penser toujours que le RADP est si populaire en Côte d'Ivoire? Le RDR, lui seul, il fait combien de pourcentage en Côte d'Ivoire? Prenons les chiffres. Le RDR, on l'a vu, il a participé aux élections de 2010. Le RDR, lui seul, il a fait combien? 28%. 28%. Donc le RDL, il ne fait même pas la moitié même de l'électorat, c'est-à-dire de la moyenne de la victoire qu'il faut avoir pour pouvoir être victorieux. Parce que 51% pour gagner, bon, 28%, je pense que ça va un peu au-delà, mais ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Si le RDR avait au moins dans les 30%, 32%, 37%, 35%, on pouvait comprendre. Avec ceux qui sont venus se rallier au RDR, on pouvait comprendre que le RDR allait gagner. Mais le RDR, lui seul, il pèse 28%. Il ne vaut rien en Côte d'Ivoire. Ce sont les 25% du PDCI qui avaient permis au RDR de gagner en 2010. Qui avait poussé la communauté internationale à donner cette victoire au RDR, qui était devenu RADP. Mais Bédié n'est plus à Ouattara. Les petits 25% de Bédié, là, il a retiré ça. Donc imaginons en 2020, les 25% de Bédié plus les 48% de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire le FPI, additionné, ça fait combien de pourcentage, mes frères? Allons-y sur les chiffres et vous comprendrez que vous perdez. Vous êtes loin en arrière. C'est-à-dire les 25% de Bédié des élections de 2010 là, plus les 48% de Laurent Gbagbo lors du deuxième tour entre Gbagbo et Alassane, parce qu'ils ont dit que Gbagbo avait gagné à 48% et que Ouattara avait 52%. Donc c'est suite à 52 ou 54% qui avait poussé Ouattara à prendre le pouvoir. Donc imaginons que Laurent Gbagbo a 48%. Bédié a 25%. 48 plus 25, ça fait combien? Mais ça va dans les 70. Donc vous comprenez qu'ils sont largement devant par rapport à votre RADP. Parce que c'est le RADP, y compris Soro, plus Bédié qui avait créé cette histoire, cette moyenne de 52 ou 54%. Hein. Ainsi que ceux qui faisaient partie du RADP, ils étaient tous ensemble, ils ont fait 52%, mes frères. Aujourd'hui, il n'y a pas eu encore un ajout. Au contraire, il y a eu soustraction au sein du RADP. Donc, la moyenne que vous aviez eue en 2010, là, cette moyenne encore, c'est réduit. Est-ce que vous comprenez? Et dans ça, vous pensez vouloir obtenir la moyenne? Non. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une coalition, Soro Diom, Bédié et Laurent Gbagbo. Donc, imaginons, Bédié plus Gbagbo, ça est déjà dans les 70. 70, ça part. Parce que 48 plus 40 plus 20, ça fait combien? Ça fait 60. Hein? Maintenant, 5 plus 8, ça fait combien? Ça fait 13. Donc, ça fait 73% des voix. Bédié plus Gbagbo, là, ça fait 73. Vous comprenez? Oh, pourtant, Bédié plus Ouattara, plus les autres partis politiques, ils n'ont même pas pu faire 60% en Côte d'Ivoire. Or, Gbagbo plus Bédié, quand on additionne les deux chiffres, ça fait 73% des voix en Côte d'Ivoire. Vous comprenez déjà que ce fameux RADP tombe très bas. En dehors de ça, si on ajoute le pourcentage de Soro Diom, c'est qu'il va avoir, parce qu'il est encore populaire en Côte d'Ivoire. Donc, imaginons, ils seront dans les 80%. Donc, le RADP qui est là en ce moment-là va traîner dans les 20%. S'ils ont eu 20%, c'est qu'ils ont beaucoup eu. Mais peut-être s'ils ont trop eu, ils vont traîner dans les 30%.
30%, pendant que les autres, ils seront dans les 80% ou les 70%. Donc, un Ivoirien normal qui comprend, il devrait comprendre que réellement, le RADP ne peut pas gagner une élection devant cette coalition infernale qui se met en place, qui se met sur pied en ce moment. Donc, ralliez-vous. C'est le moment de vous rallier. Au lieu de suivre déjà un cheval qui est déjà perdant, un cheval, vous savez, vous-même, vous voyez le cheval en train de courir. Il ne court pas bien, il boite. Mais quand même, vous êtes derrière ce cheval. Mais tu vas miser sur un faux cheval. C'est-à-dire ton pari, c'est que ton argent ne te fait pas mal. Hein? Tu mises sur un cheval qui ne va même pas t'apporter quelque chose. Mais mon frère, il faut prendre conscience. Reviens à la raison. La raison, c'est Guillaume Soro. La raison, c'est la coalition. Pourquoi suivre Ouattara, sachant bien qu'il a déjà perdu d'avance? Donc, je vous fais des cours politiques, des cours de la géopolitique, pour que vous compreniez. Parce que si on ne dit pas ce genre, si on n'explique pas les choses comme ça, les militants qui ne comprennent rien là, ils pensent que Ouattara est populaire. Ils vont dire, Ouattara construit pas. Ouattara, pendant qu'il construit, il casse les maisons des gens. Donc, dès qu'il recrute un, il perd deux là-bas. Est-ce que vous comprenez? Les ponts et les routes qu'il fait là, il recrute 7 des militants, mais en même temps, lui-même, il pousse d'autres militants à partir. Parce que dès qu'il recrute, parce qu'il a fait des ponts, il s'en va casser les maisons des gens. Mais les maisons qu'il casse là, vous pensez qu'ils vont encore être RADP? Non, eux aussi, ils fuient. Ils vont quitter au sein du RADP. Donc, quand il prend 2, il fait fuir 5 personnes. Donc, le RADP ne se renforce pas. Au contraire, il se dépouille de ses militants et ses militantes. Voilà ce que je tenais à vous dire. Donc, lorsque vous nous regardez, on fait sortir des propos durs et qu'on vous parle, c'est un drogué. Non, 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 loin de là. Nous savons bel et bien analyser les choses. Mais il faudrait qu'on vous tape au dur. Cette vidéo, je ne suis pas venu pour taper quelqu'un très dur. Je suis venu parler de façon sensée. Je suis venu vous sensibiliser. Parce que je suis là pour vous sensibiliser. Je suis venu vous donner des cours politiques pour que vous compreniez. Je suis venu réveiller votre conscience dormante en vous. Il faudrait que ça se réveille. Ne restez pas là dormir. Ne restez pas là où Ouattara va vous vendre des illusions. Il ne faudrait pas qu'il vous vende des rêves. Lui-même, il est conscient. Pourquoi il refuse les meetings ou les marches en Côte d'Ivoire? Parce qu'il sait qu'il n'est pas populaire. Et sa seule façon, le seul moyen d'essayer de gouverner, le seul moyen d'essayer d'équilibrer son pouvoir, c'est d'empêcher toutes sortes de manifestations. Parce qu'il sait, s'il y a manifestation, il ne pourra pas contrôler. Puisque les militants de l'opposition sont assez, ils sont nombreux. Il ne pourra même pas maîtriser la situation. Donc, ce sont les menaces. Quand il te menace, tu gagnes. Mais lors des élections, là, il ne peut plus menacer qui que ce soit. C'est là la différence. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élection, il a tout pouvoir. Mais lorsqu'on va rentrer dans la période électorale, Ouattara ne va plus donner ordre. Parce que lui-même, il sera candidat. Donc, il ne va plus donner d'ordre pour dire, hey, lui, là, doit manifester. Jamais. C'est comme si la Côte d'Ivoire n'a plus de président. Tout le monde est candidat. Personne ne donne ordre à qui que ce soit. Et tout le monde va sur le terrain. C'est là, Django va souffrir. C'est là, Django va comprendre. Et là, en ce moment, Ouattara ne pourra plus rien faire. Aujourd'hui, la technologie a évolué. La technologie est développée. Dans tous les bureaux de vote, il y aura des téléphones. Personne ne va tricher. C'est-à-dire, chaque bureau de vote, avant que même ça n'arrive à la CEI, les Ivoiriens, ils connaissent déjà les résultats. Ils savent qui a gagné dans ce bureau de vote, qui. Donc, si la CEI modifie, on a un problème avec la CEI. C'est clair. Parce qu'on ne peut plus tricher. Ce n'est pas comme avant où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Facebook, on ne faisait même pas les directs, on ne pouvait pas filmer pour publier, il n'y avait pas de Facebook. Donc, personne ne voyait quoi que ce soit. Des gens n'allaient pas sur les réseaux sociaux. Donc, les politiciens, véreux là, pouvaient manipuler les chiffres comme ils voulaient. Des organisations qui organisaient les élections pouvaient manipuler. Les Européens pouvaient manipuler. Et tout. Maintenant, cette histoire d'électronique, comment on appelle, des boîtes électroniques où ils vont voter là. Faites attention, je préviens l'opposition déjà, et particulièrement à Soro Guillaume. Revoyez ce côté-là. Côté électronique, là, on peut tricher, on peut changer les chiffres. Parce que là-bas, ça ne sera plus une histoire de récomptage sur le bureau. Mais c'est en même temps où vous mettez les feuilles là, c'est ça qui fait sortir les résultats.
Et par rapport à ça, Ouattara, il a des hackers. Et il peut comploter avec le gouvernement français. Ils peuvent pirater les données depuis Paris et changer les chiffres. Changer les chiffres dans chaque bureau de vote et donner le RADP vainqueur. En faisant croire que le RADP est largement en tête dans ce bureau de vote, et parce qu'ils vont calculer tout d'avance. Et par rapport à ça, ils vont donner les résultats pour pouvoir faire proclamer le RADP, le candidat du RADP victorieux dès le premier tour. Voilà pourquoi les votes électroniques que les Ouattara veut mettre sur pied, c'est juste un moyen de tricherie. Donc je préviens l'opposition, revoyez ce côté-là. On veut les votes où les gens y comptent, où les Ivoiriens vont compter, feuille par feuille. C'est ce que nous voulons. On ne veut pas des votes où ils vont faire truc, non, vote électronique qui met dedans et c'est le truc qui fait sortir les chiffres. Non, là il y a des pirates. Et voilà pourquoi des gens écrivent souvent en Europe ici, disent donc, la Russie a influencé notre élection. Mais on influence une élection en quoi faisant? C'est en piratant les trucs, c'est en changeant les données. Donc quand vous les voyez écrits ici, eux-mêmes ils savent que ce n'est pas fiable. Et qu'un État peut être ailleurs et changer les données dans votre propre État. Or, nous n'avons pas des grands cerveaux qui connaissent réellement le domaine de cybersécurité. Nous n'avons pas de vrais hackers qui vont sécuriser nos trucs. Au contraire, ils vont faire appel à ces Occidentaux qui vont encore aller là-bas dans le but de sécuriser ça. Mais ceux qui sécurisent, ce sont des mercenaires de Ouattara qui vont arriver sur le territoire ivoirien. Donc, dans le but de sécuriser, ils vont modifier les chiffres et faire croire que Ouattara a gagné. Et quel argument l'opposition peut encore utiliser? Ils vont dire non, tout s'est passé dans le calme. Il n'y a pas eu d'antécédents, il n'y a pas eu d'inconvénients. Et donc, les chiffres montrent que Ouattara a gagné. Donc, acceptez ça. Et ils vont faire avaler les saletés à l'opposition. Donc, l'opposition doit comprendre dès à présent que le système électoral que Ouattara veut mettre sur pied, c'est-à-dire les boîtes électroniques dans lesquelles les Ivoiriens vont voter, et ceux qui vont représenter chaque parti politique qui seront dans les bureaux de vote, ils ne seront plus rien parce que les votes, c'est-à-dire ces boîtes vont faire sortir les résultats de façon automatique. Si ça fait sortir les résultats dans ton bureau de vote, tu es obligé de voir. Ce que tu vas voir, c'est ce que tu vas constater. Tu vas dire, ah, mon candidat a eu ça. Oh, pourtant, ils ont manipulé cela. Ils vont rester dans un autre bâtiment pour manipuler les chiffres. Et ils vont faire croire que Ouattara a gagné. Donc, je préviens déjà l'opposition pour que vous compreniez. Les Occidentaux ne se plaignent pas pour dire la Russie influence notre élection. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est ce même système qu'ils ont. Et donc, ils sont conscients que ce système, l'autre, il peut rester dans un autre pays pour changer les données. Est-ce que vous avez appris cette histoire des Ivoiriens qui étaient partis au Gabon pour changer les résultats en faveur de trucs Jean-Ping? Les Ivoiriens qu'ils ont arrêtés au Gabon là. Mais c'était ce même truc, cette même histoire de vote électronique. Et le gouvernement ivoirien avait envoyé des hackers ivoiriens dans le but de modifier les chiffres en faveur de Jean-Ping. Mais ils ont été démantelés le plus tôt possible. Ça veut dire quoi? C'est un système qui est dangereux. C'est un système, c'est-à-dire le perdant peut devenir le gagnant. Et le gagnant peut être le perdant. Donc, ces hackers ivoiriens, ils étaient partis au Gabon. Ils ont arrêté même certains Ivoiriens qu'ils ont mis en prison là-bas. Parce que c'était ce système électronique. Et donc, ces Ivoiriens, ces hackers ivoiriens, Jean-Ping, le candidat Jean-Ping les avait recommandé de venir changer les chiffres en sa faveur. Et ils étaient là à changer ça. Heureusement que le service de renseignement gabonais a su ça le plus tôt possible et a arrêté ces Ivoiriens. Et ces Ivoiriens, ils ont même cité des hauts cadres du gouvernement de Ouattara qui avaient envoyé ces gens-là. Mais ils n'ont pas été sanctionnés par le gouvernement de Ouattara. Ouattara a géré ça pour dire non, laissez. Oh, pourtant, c'est lui-même qui avait envoyé ces gens-là pour aider Jean-Ping. Parce que pendant que lui aussi, il était dans l'opposition en Côte d'Ivoire, Jean-Ping était le président de l'Union africaine. Et c'est Jean-Ping qui avait pris position pour dire Ouattara a gagné. Donc, à son tour, il voulait aider Jean-Ping. Il était obligé d'envoyer les hackers, c'est-à-dire les brouteurs. Comment on appelle ça? Ceux qui travaillent dans la cybersécurité et tout ça. On dit brouteur, broutage, mais ce n'est pas des brouteurs qui font truc. C'est des gens qui broutent des serveurs pour essayer de changer les données en faveur de quelqu'un
qui était défavorable. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce système que Ouattara veut mettre sur pied. Et il va louer des mercenaires français pour accomplir. Voilà pourquoi ils sont incités. Il dit tout est bouclé, tout est verrouillé. C'est parce qu'ils comptent sur ce système. Mais si jamais vous ne partez pas, c'est-à-dire les Ivoiriens ne partent pas aux élections, sous ce système, Ouattara, il sait qu'il est perdant déjà dès le premier tour, il tombe. Le premier tour, l'opposition gagne ça haut les cœurs. Ouattara chute dès le premier tour. Ils savent que le premier tour, eux-mêmes, ils vont tomber. L'opposition va gagner. Mais pour renverser les choses, il est obligé d'utiliser ce système électoral dans le but d'obtenir la victoire dès le premier tour parce qu'ils vont manipuler les chiffres. Voilà le vrai danger. Voilà Symphorien Adunga. Il dit il est Gabonais, il est témoin. Et il sait ce qui s'est passé. Donc c'est des choses, parce que chaque mot que Ouattara fait sortir a un sens, a une signification. Donc cette vidéo, si les membres de l'opposition voient ça, ils n'ont qu'à s'orienter, c'est-à-dire ils n'ont qu'à ouvrir les yeux de ce côté-là. Faut pas ils vont se laisser intimider par Ouattara, faut pas ils vont tout accepter. Parce que tout ce que Ouattara propose, c'est parce qu'il y a un truc, une idée arrière-pensée qui propose cela. Il ne propose rien pour rien. Il propose quelque chose parce qu'il sait quel piège il a mis là-dedans. Si toi, tu n'as pas vu ce piège et que tu dis, ah, il a proposé, c'est un bon système, allons-y, tu es tombé dans son piège. Ouattara t'a eu. Faites attention, membres de l'opposition. Je suis là à alerter les gens. C'est pas parce qu'on clash que non, je suis très sensé, je sais ce que je dis. Et quand je clash, je sais pourquoi je clash. Mais quand il s'agit de poser les idées, je les pose. Et je suis tout terrain. Voilà. C'est parce que les membres du RADP se comportent de façon inhumaine. Voilà pourquoi je les clash et je ne les respecte pas. Mais s'ils se respectent, nous aussi, on va les respecter. Yvon Marcel. Il y a opposition en Côte d'Ivoire. Il y a des opposants. Et ce meeting qui a été annulé, ou cette marche qui a été annulée, j'approuve cela parce que Ouattara attendait pour arrêter beaucoup d'Ivoiriens pour les mettre à la Maka, pour qu'ils puissent fêter à la Maka. Mais son plan a échoué. Son plan a échoué, les marches vont être éclatées, c'est-à-dire suite à la fête. Quand la fête va passer, chacun va fêter en famille, chacun va fêter avec son époux, ou bien son copain. Je dis truc, chacune va fêter avec son époux ou son copain, chacun va fêter avec sa copine ou son épouse, et tout. En dehors de ça, maintenant, en 2020, là, il n'aura plus de sorte de trucs. Ouattara a dit, c'est là maintenant les choses vont devenir intéressantes. Les vraies choses vont commencer en 2020. Pour le moment, je comprends, ça a été bien fait. Parce que Ouattara voulait donner une mauvaise image de l'opposition. Pour dire, voilà, les opposants, ils sont sauvages, ils sont barbares. Et que ceux-là, ce sont des probabos. C'est ce qu'il attendait. Parce que le fait d'annuler les meetings, le fait d'interdire les meetings, le fait d'interdire les marches en Côte d'Ivoire, si les opposants s'endettaient pour aller contre la volonté de Ouattara, puisque Macron est là-bas, il va dire voici les probabos. Donc si vous libérez Gbagbo, ils vont faire encore pire. Donc voici leur comportement, ils n'ont pas encore changé. Donc le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire sera un danger. Et là, Macron il est là-bas, il va dire ah oui c'est vrai. Ça allait être un argument pour convaincre Macron, pour convaincre la France, pour que la France à son tour puisse mettre une pression sur Fatou Bensouda pour dire le monsieur là, il faut tout faire. Trouve des choses pour pouvoir le maintenir en Europe ici, ne le laisse pas partir. Elle allait inventer n'importe quoi, aller chercher des insanités pour mettre ça sur la tête de Gbagbo et tout. Et même Alassane allait utiliser cela pour dire faut pas Soro va mettre pied ici parce que dans les meetings, parmi les opposants qui ont organisé les meetings, Soro y fait partie. Donc, ils n'ont qu'à empêcher Soro. Et il allait utiliser ça pour déclarer la guerre à Soro. Pour dire, il ne faut plus Soro va mettre ses pieds en Côte d'Ivoire parce que, c'est-à-dire les hauts cadres de l'opposition n'ont pas respecté le gouvernement. Ils sont allés contre l'État ivoirien et ils ont créé des troubles. Ils ont créé des désordres, le désordre en Côte d'Ivoire. Et il allait empêcher Soro de rentrer. Il allait utiliser ça comme argument pour convaincre la France, afin qu'elle aussi à son tour puisse convaincre Bensouda
et tout, et il allait dire, il est un témoin oculaire et qu'il était sur le terrain lui-même et c'est devant lui les choses se sont passées. Et c'était ce piège. Mais les opposants ont compris, ils ne sont pas tombés dans ce piège. Mais après le 31 décembre, c'est-à-dire lorsqu'on va tomber dans la nouvelle année, aucun respect venant de la part du gouvernement de Ouattara ne sera considéré. Ne verra plus le jour. Aucun respect ne verra plus le jour. Rien. Ouattara ne sera plus écouté. Si le désordre veut venir, qu'il arrive. Mais en 2020, les gens de l'opposition ne se laisseront plus jamais faire. Donc voici ma vision que j'ai. Est-ce que vous comprenez? Donc voici mes propres analyses. Les membres du RADP, ils pensent que c'est eux seuls qui sont intelligents. Ils pensent que ce sont eux seuls qui peuvent analyser les situations. Non, jamais. Nous, les prosoro, on est capable d'analyser les choses. Et nous analysons très bien. Lorsqu'on se décide d'analyser, on analyse très bien. Et on sait de quoi on parle, on sait d'où on vient, on sait où on va. Mais lorsqu'on décide aussi de clasher, on clash très mal, très fort. Et ça fait tourner vos cerveaux. Donc ça, c'est une vidéo pour vous dire, c'est une vidéo sensée que j'ai faite aujourd'hui, samedi, pour que vous compreniez les choses, pour que vous quittiez dans vos rêves. Ralliez-vous à Guillaume Soro. Il n'est jamais tard. On dit tout près n'est pas loin. Pourquoi ne pas prendre ce qui est déjà à côté, qui est bien, au lieu de chercher ce qui est loin, qui n'est même pas, où il n'y a même pas de garantie que ça puisse réussir. Venez à Soro. Vous-même, vous êtes conscient que Soro, il va gagner les élections. Vous êtes conscient que Soro, il est bien placé aujourd'hui. Vous êtes conscient que Soro, il est bien déterminé. Vous qui dites que Soro a déjà travaillé où? Il a fait quoi? Il a quel truc il a quelle compétence? Dans quel domaine il a une fois travaillé? C'est pas parce que tu as été professeur d'histoire que tu vas penser que tu connais la politique. C'est pas parce que tu as été économiste que tu vas penser que tu peux gérer le pays. Économiste ne veut pas dire sécurité. Est-ce que c'est un domaine spécial, spécifique? C'est pas parce que tu sais compter l'argent que tu sais comment garantir une sécurité. Que tu sais comment on finance des écoles. Que tu sais comment on crée un bon système social pour nourrir le peuple. Que tu sais comment on fait des routes, on fait des universités, on fait des ports, des aéroports. On crée des grandes sociétés. Non, ce n'est pas parce que tu as été un avocat que tu vas penser que tu connais la politique. Non, c'est un domaine que tu maîtrises, mais tu ne maîtrises pas tout. Donc ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les politiciens, j'ai déjà travaillé ici, j'ai doctorat, j'ai licence, j'ai master, j'ai tant. Mais mon frère, tout ce que tu as là, ton domaine dans lequel tu as travaillé, c'est là-bas que tu maîtrises. En dehors de ça, est-ce que tu maîtrises autre domaine? Tu ne maîtrises pas partout. Donc, ce n'est pas parce que tu as un diplôme que tu vas penser que tu maîtrises tout. Avoir un diplôme ne fait pas de toi un homme sage. Un homme sage, c'est quelqu'un qui est capable et à mesure de tout régler et de tout gérer. Tu as la connaissance, certes, mais tu n'es pas sage. Voilà la différence. Donc, ne vous basez pas sur vos fameux diplômes et vos connaissances spéciales dans lesquelles vous maîtrisez pour penser que vous avez la sagesse. La sagesse est différente. Du savoir. Il ne faut pas confondre savoir et sagesse. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est tout terrain. C'est quelqu'un qui peut tout régler parce qu'il est sage. Quelqu'un qui a le savoir, mais il a le savoir dans quel domaine? Parce que lorsqu'on parle du savoir, c'est que c'est un domaine qui est visé. Il a le savoir. Où? Dans la science, il maîtrise. Il a le savoir dans le domaine scientifique. Il a le savoir dans le domaine géographique. Il a le savoir dans le domaine social. Il a le savoir dans le domaine militaire.
Voilà pourquoi on parle du savoir. Donc, diplôme est égal à savoir et non sagesse. Ne confondez pas. Il y a des gens, ils n'avaient même pas de diplôme. Ils n'avaient même pas de master, de licence, de doctorat, ou même de bac. Mais ils avaient la sagesse. Et ils ont pu gouverner des pays. Et ces pays ont connu l'émergence. Donc, ce n'est pas parce que Soro n'a pas de doctorat que vous allez penser qu'il n'est pas sage. Non, Soro est sage. Il est sage. C'est ça qui fait la différence entre vous et Soro. Peut-être qu'il n'a pas le savoir, mais il a la sagesse. Et donc, quiconque a la sagesse, c'est-à-dire la sagesse regroupe plusieurs choses dont vous pensez maîtriser. Donc, quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui a tout. Je peux dire la science infuse, parce qu'il est sage. Il sait comment réfléchir. Dans tel domaine, si on lui apporte ce problème, il apporte la solution. Parce qu'il utilise sa sagesse pour apporter la solution à chaque problème qui se présente devant lui. Or, quand tu as le savoir n'est pas la sagesse. Dès lors que tu as le savoir, tu maîtrises seulement les problèmes de ton domaine. Mais les autres problèmes qui viendront, tu n'as aucune maîtrise. Tu n'as aucun savoir dans ce domaine. Donc, tu échoues. Voilà pourquoi beaucoup de dirigeants africains échouent. Ils ont le savoir, certes, mais ils n'ont pas la sagesse. Voilà la différence. Or, pourtant, Soro, il possède la sagesse. Il possède la sagesse, c'est ça la différence. Voilà pourquoi on vous demande de vous rallier à Guillaume Soro. L'homme qui possède la sagesse, l'homme qui partage la sagesse, c'est grâce à sa sagesse que votre Ouattara est au pouvoir. Sans la sagesse de Guillaume Soro Ouattara, est-ce qu'il était militaire? Soro n'était pas militaire en Côte d'Ivoire. Mais parce qu'il a la sagesse, il a pu gérer les délinquants de Ouattara. Pourquoi il avait pu gérer, pourquoi il avait géré ces gens-là? Parce que la sagesse y était. Il avait la sagesse en lui. Et c'était sur le plan militaire, il avait la sagesse. Il savait comment parler à ses militaires. Il savait comment les regrouper autour de Ouattara. Il savait comment faire pour que ces gens-là puissent avoir la force sur le terrain. Sur le plan diplomatique, Soro, il n'a pas fait des études Sciences Po pour connaître comment on mène la diplomatie. Mais c'est parce qu'il possédait la sagesse, il était sur tous les fronts. Sur le plan diplomatique, Soro, il partait négocier parce que chaque problème qui se présentait à lui, Soro Guillaume avait la réponse à cause de la sagesse qu'il possède. Voilà la réalité. Il a été Premier ministre. Mais comment il a fait pour exercer ce métier? C'est parce qu'il avait la sagesse. Et donc, il a utilisé cette sagesse pour pouvoir incarner la personne qui gère le fauteuil ministériel réservé, dit Premier ministre. Donc, ce fauteuil ministériel, Soro Guillaume, grâce à sa sagesse, il a géré. Il n'a pas fait d'études de Sciences Po, mais grâce à sa sagesse, il a été le PAN en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et il a géré ça. Il a pu encadrer tous les députés de Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il a fait des études pour gérer les... Non, tout simplement parce qu'il a la sagesse. Et grâce à cette sagesse, il savait comment gérer les députés de Côte d'Ivoire pour ne pas que ces gens-là fassent n'importe quoi. Pour que les lois ivoiriennes puissent être incarnées. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas la sagesse, ils ont le savoir, mais la sagesse leur manque. Donc, suite à cette fuite de la sagesse, ils font n'importe quoi. Et vous constatez vous-même qu'il n'y a que la barbarie. Parce qu'ils ne sont pas sages à pouvoir comprendre, à pouvoir écouter le peuple ivoirien, à pouvoir prendre des bonnes décisions qui vont honorer le peuple ivoirien, les citoyens ivoiriens. Non, parce qu'ils manquent de sagesse. Pour eux, c'est parce qu'ils ont le savoir, ils pensent que tout se règle dans la barbarie. Ils cassent les maisons des gens parce que pour eux, il faut casser. Or, ils n'ont aucune sagesse. Si la sagesse y était, ils n'allaient pas casser. Ils allaient plutôt chercher d'autres solutions à pouvoir satisfaire ces gens-là. Même si on veut construire quelque chose, une société, sur une place publique, avec la sagesse, on nous dit de prendre les bonnes décisions pour ne pas que ceux qu'on va chasser sur ce terrain-là puissent souffrir. Non, il faut les satisfaire. Comment il faut faire? Mais il manque de sagesse. Donc, il casse tout. Il casse tout, il faut n'importe quoi. Et des gens souffrent. Ils n'écoutent pas. Parce qu'il manque de sagesse. Les chefs du village, dans le village, c'est pas parce qu'ils ont le savoir. Ils ont la sagesse. Voilà pourquoi on les choisit comme chef.
Parce que ce sont des gens qui écoutent tout le monde, qui règlent les problèmes sociaux de du village, ou bien de leur village. Ils savent régler n'importe quel problème, n'importe quelle situation qui se présente devant eux. Mais ils n'ont pas fait d'études. Mais ils ont la sagesse. La sagesse, on naît avec. La sagesse, on n'a pas besoin de faire les études. La sagesse, on n'a pas besoin d'aller chercher la sorcellerie. Quand tu nais avec la sagesse, tu es plus intelligent que même les grands savants du monde entier. Parce que tu sais, à chaque situation, tu sais comment faire pour t'en sortir. Tu sais qu'est-ce que tu vas mettre sur pied pour que les gens de ton pays puissent réussir. Et à cause de cette sagesse, nous demandons au peuple ivoirien de se rallier à Guillaume Soro. Et à cause de cette sagesse, Soro Guillaume, il sait comment il va faire pour que les élèves de Côte d'Ivoire puissent obtenir non seulement la sagesse et le savoir. Pour qu'ils puissent être connus partout dans le monde, pour qu'on puisse parler des Ivoiriens sur tous les plans. Mais ceux qui sont là, ils ont le savoir, ils n'ont pas la sagesse. Ils ne savent pas où, comment orienter le système éducatif ivoirien. Voilà pourquoi les élèves vont à l'école, ils font n'importe quoi. Parce que ceux-mêmes qui les incarnent, ils n'ont pas la sagesse. Ils ne savent même pas comment conseiller ces élèves-là. Ils ne savent pas où les orienter. Ils ne savent pas quelle décision il faut prendre réellement pour que ces élèves ne puissent plus faire comme ça. Tout ce qu'ils savent, c'est la barbarie. Il faut les mater, il faut les gazer. Mais quand tu te comportes comme ça, tu n'as pas la sagesse. Tu n'as que le savoir, mais tu n'as pas la sagesse. Ce n'est pas parce que tu sais enseigner que tu peux incarner le système éducatif d'un pays. Tu as le savoir dans une matière, mais tu n'as pas la sagesse pour gérer le système qui te permet d'enseigner cette matière. Voilà la différence. Donc, c'était pour éclairer les membres du RADP, pour qu'ils comprennent que Soro Diom n'est pas leur ami. Soro Diom, il est très loin. C'est quelqu'un qui est très sage. Et avec cette sagesse, nous sommes convaincus qu'il va apporter beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire. Parce qu'il voit déjà assez de failles au sein du gouvernement. Et le système que le gouvernement a mis sur pied, il y a assez de failles. Et Soro Diom a déjà localisé. Il a déjà relevé ces différents trucs, failles. Il a déjà mentionné ça quelque part. Une fois au pouvoir, non seulement il va régler ça avec sa sagesse, mais il va encore proposer d'autres choses avec sa sagesse. Et tous ceux qui sont autour de lui, c'est des gens qui sont sages. Ils sont sages. Belle Gold, merci ma soeur depuis ta position. Donc, je vous laisse. C'était l'incontournable bien complet. Merci à vous. Vive la Côte d'Ivoire, vive Soro Guillaume. Et prenez conscience de cette leçon que je viens de vous donner. Et suite à ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'était moi. On est ensemble. Ciao.